Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Inspire entre elles. Pour rappel, ici on partage des expériences de vie, des connaissances, des conseils sans aucun jugement. Beaucoup de fou rire et de bienveillance pour que chacun se sente encore plus à sa place dans ce monde. Alors, n'attends plus et rejoins-nous vite pour faire partie de cette belle aventure. Aujourd'hui les amis, je vous emmène à la rencontre d'une personne qui a marqué mon parcours personnel, Isabelle Loire. Les premiers mots qui me viennent quand je pense à elle sont multitude, expertise, transmission et humour, très important. Elle incarne une richesse de savoir et de compétences qu'elle partage avec une générosité infinie. Nous allons aborder diverses thématiques telles que la PNL, la programmation neurolinguistique, les métaphores, l'espace mental. Ce sont des outils au service des coachs et thérapeutes, mais pas que. Isabelle vous présentera sa formation ESOCOSMA, une approche révolutionnaire pour les métiers de l'accompagnement. Je ne veux pas trop vous en dévoiler, car le mieux, c'est que vous découvriez tout cela par vous-même. Alors les amis, accrochez bien votre ceinture, le voyage commence ici. Bonjour Isabelle. Bonjour Fabricia. Écoute Isabelle, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Avec pareillement. Ah ouais, vraiment, je suis super heureuse. Donc, les amis, Isabelle Loire, elle va vous raconter son parcours. Moi, Isabelle, c'est quelqu'un que j'ai rencontré grâce à ma formation de coach professionnel. Et donc, en fait, Isabelle était ma formatrice sur le bloc PNL, le bloc 2. Oui, je crois. Ouais. Voilà, c'est ça. Et j'ai eu un gros coup de cœur, comme je pense 100% des stagiaires qui la rencontrent. Et voilà, en tout cas, on se connaît. De fil en aiguille, vous verrez que j'ai fait d'autres formations avec elle sur l'espace mental. On va revenir un peu plus tard dans cette interview. Et voilà, mais le pourquoi du comment Isabelle est là aujourd'hui. Donc Isabelle, si tu le veux bien, je vais te laisser te présenter. Oui, donc je m'appelle Isabelle Loire, j'ai 56 ans maintenant, J'ai fait une école de commerce. Je dirige un cabinet de conseil, coaching et formation. D'accord, il se trouve à Marseille, il me semble. À Marseille, c'est ça, je l'ai créé il y a déjà 20 ans. Ah oui. Et oui, parce que moi j'ai rencontré la PNL en 1993, et c'est une rencontre qui a vraiment changé ma vie. Juste après ma sortie de l'école de commerce, je me destinais à être responsable commercial export. C'est ce que j'ai fait au début de ma carrière, tout en me formant à la PNL. Et vraiment, la PNL, ça m'a permis de me remettre sur mon propre chemin. Et au début, tu vois, je faisais ça en formation de week-end, en séminaire d'été. Et puis, je trouvais ça tellement passionnant, j'avais absolument aucune intention pour ça. Moi, j'étais absolument heureuse dans mon métier à l'export. En plus, je travaillais dans le prêt-à-porter moyen haut de gamme. Donc, jouer à la Barbie tout le temps avec des gens tu vois, qui étaient heureux d'être là. Je voyageais dans les capitales et j'allais dans de très beaux hôtels partout dans le monde. Moi, j'étais contente, tu vois. Ma vie me convenait tout à fait. Et en même temps, la PNL, ça me permettait... j'avais l'impression d'être un agent secret parce que ça me permettait de mieux comprendre les autres. Ah oui. Juste Isabelle, pour les gens peut-être qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est la PNL, nous dire simplement la PNL, parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'entendent pas. Donc la PNL, c'est... La programmation neurolinguistique, c'est une méthode de communication qui a été développée dans les années 70 en faisant suite à l'école de Palo Alto. C'est ça. Voilà, en Californie, à Santa Cruz. Et une méthode de communication, mais aussi qui permet de mieux comprendre comment fonctionne l'être humain et de façon à se mettre au service de notre mode de fonctionnement pour pouvoir atteindre nos propres objectifs. Donc c'est vraiment très inspiré, très issu de recherches de tout un tas d'humanistes. Ça fait partie des courants de la psychologie positive. Ouais. Et l'idée vraiment de ça, pour paraphraser Noam Chomsky, qui est un grand penseur du XXe siècle, l'idée c'est de rendre du pouvoir aux gens grâce à une meilleure compréhension d'eux-mêmes, grâce à une meilleure compréhension de la linguistique aussi, et puis du mode de fonctionnement de notre cerveau. Et je peux vous dire, les amis, que ça c'est bouleversant. C'est quelque chose qui m'a transpercé, vraiment. Ouais. Et beaucoup de gens qui ont fait de la PNL disent qu'il y a quelque chose qui se passe en tout cas. Voilà. Moi c'est pareil, tu vois, au début j'ai fait de la PNL, c'était vraiment pour mieux comprendre les autres. Et en fait, souvent sur ce chemin-là, la personne qu'on découvre, c'est soi-même en fait. C'est ça, ouais. Et c'est décapant. C'est ça, parce que comme tu dis, c'est pour mieux interagir avec les autres, mieux comprendre les autres.
et finalement tu vas à la découverte aussi de toi-même. Et c'est ça qui est fabuleux aussi. Fabuleux. Et ça nous montre bien à quel point on est toujours sur le chemin. Ouais. Mais on peut y être en conscience et ça change tout. Mais ça change tout, c'est un truc de fou. Même dans la façon de parler, en fait on décrypte, et moi je vois de plus en plus maintenant parce que je l'applique, on commence à décrypter une personne tout simplement avec la façon qu'elle a de se tenir et de parler avec des mots, et c'est dingue. Il y a tellement à apprendre juste en observant. C'est juste que bien souvent on n'a pas la grille de lecture, on ne sait pas sur quoi porter notre attention. Et la PNL nous permet vraiment de découvrir ce sur quoi porter notre attention. Et ce sont des révélateurs qui nous permettent finalement d'être encore plus en lien, encore plus en présence et encore plus en conscience. C'est ça. Ah, c'est ça. Donc si j'entends bien, tu découvres ça, donc tu commences par les petits week-ends. Voilà. J'ai bien entendu que toi, ton métier, voilà, ça de commerce international, aller dans les pays, la mode et compagnie, tu étais complètement à 300% dans ton métier et tu n'avais pas de mal-être particulier. Aucun. Sauf que tu découvres ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure? Je découvre ça et puis donc je fais un technicien, il y a plusieurs niveaux dans la PNL, technicien, praticien, maître praticien. Après je me dis, waouh, il y a tout ce champ des émotions, c'est vraiment intéressant. Je découvre qu'il y a un diplôme de thérapeute en PNL. Moi je ne vais pas du tout devenir thérapeute, hein, encore une fois, mais je le fais quand même parce que ça me nourrit. Et puis je découvre le métier de coaching. Et là je me dis, mais c'est juste fantastique le coaching parce que moi j'aime l'entreprise. Et j'aime entreprendre. Et je trouve que du coup, le coaching, ça allie deux passions. C'est-à-dire l'entreprise, entreprendre, être ensemble, oser ensemble, rêver ensemble, réaliser ensemble. Et puis la compréhension de l'être humain, ce côté très humain aussi qu'on peut avoir avec une mention toute particulière pour l'écologie. Qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui est bon dans le système. Et ne pas être uniquement orienté résultat comme moi j'ai pu l'être quand j'étais un jeune manager. Moi j'étais les yeux rivés sur les chiffres, c'était quels que soient les moyens pourvu qu'on ait l'objectif. Je te rassure, j'étais pareil, Isabelle, au début de ma carrière. Et après tu découvres que en fait la vie c'est pas un sprint quoi, c'est un marathon et qu'il faut pas brûler toutes les cartouches. Et puis surtout c'est passer à côté d'une des composantes de la vie qui est l'être humain, la rencontre, le lien. Pour n'être que sur des chiffres et c'est passé à côté d'une partie de ta vie, je trouve, pour moi. Ah mais complètement, moi je te rejoins, moi j'ai une carrière, en fait je me suis rendu compte dans plein d'organisations sur lesquelles j'ai pu travailler, quelle était la place de l'humain dans ces entités. Alors attention, j'ai travaillé dans des bons groupes qui ont une bonne politique, mais on se rend vite compte que dans la pression du travail, dans la vitesse avec des flux super tendus, la pression, je crois qu'on oublie l'essentiel. C'est qu'il y a l'humain derrière et que malheureusement l'humain est souvent oublié. Et aujourd'hui on voit bien que ça fait partie des sujets d'actualité. Absolument. Puisqu'il y a vraiment un mal-être au travail. Il y a d'autres aussi petites statistiques, je vous sortirai plus tard, mais on se rend compte que oui, il y a vraiment des salariés, on voit d'ailleurs la pub qui passe à la télé en ce moment pour Leclerc je crois, pour pas faire de pub, on va parler de Carrefour si vous voulez aussi, mais où je sais plus, il y a 6 salariés sur 10 qui se sentent isolés au travail. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet aussi aujourd'hui. Donc je comprends que du coaching, l'humain, entreprise, chez toi ça fait la paire quoi. Ouais, ça fait la paire, pour moi c'était juste parfait. Et au travers du temps, j'ai commencé à développer mon cabinet de coaching et de formation, parce que surtout des formations en management et en PNL, et donc en entreprise. Et là je me dis, c'est génial, vraiment grâce à la PNL, je permets aux gens de mieux déterminer, identifier leurs objectifs, faire en sorte que ce ne soit pas juste une bonne idée qui passait par là, mais vraiment quelque chose qui ait du sens pour la personne. Oui. Je lui permets, autant que faire se peut avec mes formations, de dire correctement les choses, d'avoir une vraie intelligence individuelle, émotionnelle, relationnelle. Bref, je suis à ma place, j'ai l'impression de vraiment aider les gens à être plus acteurs de leur vie et plus heureux. Et là, je vais questionner les gens et je dis « Alors, ça va mieux, c'est bien et tout ?» Et là, ils me disent « C'est une catastrophe ». Je dis « Comment une catastrophe ?» Ils me disent « Tu vois, grâce à tes formations, maintenant, je sais qui je suis, je sais où je veux aller, je sais le dire. » Et ça marche pas, quoi. Et tout ce que j'ai, c'est des noms. Et je me dis « Mon Dieu, mais je suis en train de faire une fabrique à frustration, là. » Et je me dis « Ok, alors qu'est-ce qui fonctionne pas ?» Et bien tout simplement,
j'ai pas questionné le système. Mhm. Et ça m'a vraiment amené à réfléchir système, à réfléchir organisation, et comment, effectivement, si le système te broie, tu ne pourras pas t'épanouir, même si tu sais t'épanouir, même si tu sais t'exprimer, même si tu sais où tu veux aller. Si le système ne fonctionne pas, le système, s'il est dysfonctionnant, il est dysfonctionnant. C'est ça, donc c'est vraiment, les amis, pour vous dire l'image que vous donne Isabelle, c'est que là, on parle d'un salarié qu'elle a peut-être accompagné, mais une entreprise, c'est un vrai système, où il y a vraiment des interactions, il y a des services, il y a plusieurs pôles. Et effectivement, s'attaquer au salarié, lui faire découvrir qui il est, ce qu'il a envie de faire ou pas, et effectivement, s'il exprime et qu'en face, le système n'est pas en adéquation et ne peut pas répondre à ses demandes, ça ne peut pas fonctionner forcément. Absolument. C'est pour vous donner un côté plus imagé, tout simplement. Bah oui, merci Fabrice. De rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai ce cabinet de conseil en organisation, en fait, où on réfléchit vraiment avec les dirigeants et les codires à comment créer un environnement qui soit bénéfique pour les collaborateurs, pour qu'ils puissent bien sûr donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, avec du coaching, avec des formations pour les managers, parce qu'on sait que le management, souvent on fait progresser les gens pour qu'ils deviennent managers parce qu'ils sont ils sont excellents là où ils sont, mais on ne leur donne pas forcément des formations alors qu'ils vont avoir à animer des équipes. Et je suis particulièrement spécialisée dans tout ce qui est manager coach et manager collaboratif. Donc c'est comment on engage, on implique. Les gens aujourd'hui, ils ont besoin que le travail ait du sens. On est dans un monde qui évolue en permanence avec des changements permanents. On doit tenir compte du fait qu'il y a des incertitudes permanentes et que ça fait partie absolument, et qu'on ne connaît plus les règles à l'avance et on n'a plus cette capacité à avoir une longueur de vue comme on pouvait l'avoir, ne serait-ce que quand moi j'ai commencé à travailler au siècle dernier. Donc en fait, tout change. Donc voilà, donc c'est ça l'idée, ça reste toujours, tu vois, cette passion d'entreprendre ensemble, être ensemble, et je sais que c'est possible, tu vois, d'être heureux ensemble. En tout cas, si c'est possible, ça demande quand même du travail, hein. Oui. Au quotidien, ça demande des outils, et donc c'est ça que je fais aujourd'hui. Ouais, mais c'est chouette, donc de toute façon, je pense que vous voyez à travers l'écran, les amis, Isabelle, elle aime les gens. Ça, je pense que ça, à travers l'écran, vous allez le voir de suite, comme toutes les personnes que j'ai pu interroger avant dans mes diverses interviews. Et surtout, donc elle aime les gens et il y a la transmission chez Isabelle qui est très importante. Et je trouve qu'il y a une façon, et c'est pas parce que c'est toi, hein, de transmettre. Moi, donc on est, je crois, 1 an après ma formation, ouais, c'est ça. Moi, tu as rallumé chez moi des petites étoiles. Je te l'avais mis en message. Hein. Ouais. Tu vois, ça a ravivé quelque chose. Et aujourd'hui, je récolte ces fruits-là. Oh, c'est super, je suis heureuse pour toi. Ouais, genre, voilà, je suis un peu émue encore parce que j'en parle encore ce matin. Mais tu vois, ça a allumé des interrupteurs qui n'ont pas de suite fait spotlight, hein, on est bien d'accord, feu d'artifice. Mais un an après, ça a infusé. Et moi, aujourd'hui, je suis super heureuse. Vraiment, ça va chercher des choses, mais incroyables. Donc, ouais. Et puis l'idée c'est d'être soi-même, de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, mais vraiment de se remettre à se réaligner avec ses valeurs profondes. Et c'est un travail de longue haleine, ça transforme aussi les relations. Voilà. Ça peut changer un panorama, beaucoup de choses. Panorama, on va le retrouver dans quelques temps dans l'interview, le mot. Ouais, c'est un terme parce qu'elle a un lexique, hein, rappelez-vous avec Delphine, on en parlait dans l'interview, Isabelle a le lexique, on parlait du Queen Language. Du Queen Language. Avec Delphine, ouais, mais t'es morte de rire. Mais ouais, moi je trouve que c'est passionnant. De toute façon, l'humain est passionnant, et je pense qu'on voit que t'es passionné. Un sujet comme la PNL, la compréhension de l'autre, ce collectif qu'on peut retrouver en entreprise, moi ça c'est un truc que j'adore. Parce que dans une entreprise, on est tous différents et cette intelligence collective, mais moi je dis ça peut déplacer des montagnes de fous, quoi. Et aujourd'hui, on en a énormément besoin et savoir travailler ensemble et réussir ensemble, c'est vraiment capital si on a envie de relever les enjeux qui sont ceux qui se présentent à nous. Hein. Ouais, mais complètement. D'autres, on n'a pas encore tout à fait conscience, à mon avis. Et on les découvre malheureusement un peu tous les jours. C'est ça, mais les grands groupes, de toute façon même toute entreprise, même la plus petite, aujourd'hui il faut vraiment miser là-dessus. Voilà, moi je pense recentrer l'humain. J'adore t'entendre, parce que moi je faisais partie des codires, hein, parce qu'effectivement, moi je suis aussi, pas de l'ancienne génération, mais on te faisait monter en compétences, mais tu n'avais pas de formation de management, de ci, de mi. Donc tu passais de l'opérationnel parce que tu étais bon, il a fallu apprendre sur le tas,
Moi, je me suis cassé des dents, faut pas non plus se mentir, parce qu'on n'a pas été accompagné, et finalement, tu remets ton baromètre au fur et à mesure. Et vraiment, moi, je pense que la place de l'humain en entreprise, celui qui n'a pas compris ça aujourd'hui, ça ira pas plus loin. Voilà, parce que depuis le Covid, tu en parlais, les gens veulent du sens, surtout cette nouvelle génération qui arrive, qui n'ont pas cette valeur du travail, donc c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais eux ils veulent un équilibre vie personnelle, vie pro. Et c'est pas toute ma vie à travailler comme un charbonnier, non. Le bonheur c'est maintenant. Ouais, c'est ça. C'est pas plus mal, hein? Bah non. Bon, bah chouette, donc je te remercie. Avec plaisir. Du coup, donc ton cabinet il est ouvert. Oui. Tu commences vraiment à aller en entreprise, donc tes formations. Donc on arrive à peu près vers quel âge là, du coup? Tu as découvert la PNL, tu l'as mis en application, tu montes ton... Alors je me suis installée à mon compte, tu vois, j'avais 30 ans. J'ai créé mon cabinet dans les années 2000. D'accord. En 2000. Pas dans les années, en juillet 2000. Ça fait 26 ans. C'est ça. Incroyable, hein? 25 ans, on est en 2025. Ouais, 2025. 25. Donc, j'ai pas eu, bien sûr, toutes les cartouches tout de suite, ouais. mais j'ai commencé, et puis j'ai commencé dans le prêt-à-porter féminin, parce que c'est là où j'œuvrais beaucoup. Je faisais du conseil aussi en export, puisque c'était vraiment ma spécialité. Oui. Ça faisait déjà 7 ans que je travaillais là-dedans. Donc pendant quelques années, tu vois, j'ai continué à travailler dans toutes ces dimensions et j'ai continué à me former et j'ai mélangé tout ça. Et puis on va dire qu'il y a 10 ans à peu près, j'ai arrêté complètement le prêt-à-porter. Le marché a beaucoup changé. En fait, dans le prêt-à-porter féminin, tu auras constaté, il y a de moins en moins de boutiques multimarques, de moins en moins de marques, de plus en plus de chaînes. Et même aujourd'hui, on sait que les chaînes ont beaucoup de difficultés. Après, là, je pense que tu as fond, on est pile dans l'actualité avec toutes les chaînes qui ferment au fur et à mesure par rapport à la masse importante des produits chinois. Ah oui, avec la fast fashion, etc. Donc moi, si tu veux, j'ai regardé un petit peu l'évolution du marché. Moi, j'ai été très heureuse dans ce marché-là. Et je me suis rendu compte que je ne trouvais plus ma place. Et donc, j'ai élargi mes services à d'autres entreprises. Et c'est comme ça que j'ai accompagné des grands groupes en assurance, bancaire, ou des PME moins connues. Enfin voilà, à chaque fois, tout type d'entreprise, puisque dans tous ces types d'entreprises, le point commun, c'est l'humain. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse. Et puis, comme tu le sais, en tant que coach, par exemple, eh bien, on n'a pas à avoir la solution, on n'a pas besoin de faire du conseil, on n'est pas consultant. Donc, eh bien, ne pas connaître le métier permet parfois d'avoir une posture que j'appelle de naïf, qui va permettre d'aller questionner des convictions chez l'autre, des choses qui peuvent lui sembler évidentes, et dans lesquelles se cachent parfois les solutions, puisqu'ils ont remis en question tout le reste, et si ils avaient trouvé la solution dans tout le reste, ils ne seraient pas venus nous voir. Donc c'est une posture qui est très intéressante et qui permet d'aller un peu plus loin et d'aller parfois poser des questions très inattendues. Ouais, mais complètement, je te crois. C'est bien qu'elle insiste là-dessus, Isabelle. Un coach, ce n'est pas un consultant. Non. Parce qu'il y a beaucoup, souvent d'amalgame, même au niveau des personnes qu'on peut rencontrer. Puis il y a aussi le mot coach qui a été mis un peu à toutes les sauces ces dernières années. Coach, je ne sais quoi, ça va dans tous les sens. Les gens sont un peu perdus. Mais en fait, dans le coaching, on considère qu'en fait, la personne en face a tout en elle pour avoir ses besoins. En fait, elle a juste besoin d'un petit accompagnement et effectivement soulever peut-être des questions qui n'ont jamais été posées, des questions qui sont devant elle, mais en tout cas c'est la personne qui fait tout le travail puisqu'elle a les solutions en elle, les outils, et nous on va juste donner un petit coup de pouce pour se la faire un peu s'envoler vers elle-même, vers cette fameuse solution. Éclairer des zones qu'elle n'avait pas explorées, et on va utiliser aussi d'autres canaux parfois qu'elle n'explore pas. On parle de visuel, auditif, de kinesthésique, on va lui faire des mises en situation, se mettre à la place d'autres personnes. On va lui faire explorer complètement différemment, ou utiliser des métaphores, les créer. Voilà, donc nous on a toute une batterie d'outils, on va dire. Elle a tous les ingrédients et on va lui permettre de réussir la recette qui lui convient. Ouais, parce qu'il y a de nombreux outils, les amis. Moi, je suis repartie de ma formation de 10 mois, avec une valise, mais avec des outils déjà qui sont fabuleux. Et il y en a quand même beaucoup. C'est ça qui est super intéressant.
Et puis il y a de plus en plus d'outils parce que les recherches continuent. Mm. On a parlé de la PNL qui a été créée dans les années 70 par John Grinder et Richard Bandler. Ils avaient autour d'eux tout un collège de personnes. Ils ont enseigné la PNL dans le monde entier. Et aujourd'hui, il y a à peu près 85 personnes qui sont leaders vraiment de la PNL, qui ont introduit au niveau international la PNL dans leur pays et qui continuent à faire des recherches. Donc aujourd'hui, on pourrait dire que c'est presque un domaine d'activité, la PNL. Ouais, complètement. Ouais. Voilà, il y a un domaine de recherche, il y a des neuroscientifiques qui sont formés à la PNL et qui vont faire des recherches sur la PNL de façon aussi à montrer l'efficacité de la PNL, à prouver, parce que ça a été un reproche par rapport à la PNL, qu'il n'y avait pas de recherche scientifique qui avait été faite. Il y en a actuellement. Il y a des psychologues aussi qui sont formés à la PNL et qui vont essayer de faire des ponts, de traduire les langages différents et de montrer qu'on peut dire et parler de la même chose. Bref, il y a plein de recherches qui sont actuellement à l'œuvre et qui sont extrêmement intéressantes aussi dans des domaines différents. Certaines personnes travaillent sur la spiritualité, certaines personnes vont travailler sur la dépression, d'autres vont travailler sur le harcèlement, d'autres vont travailler... Donc voilà, donc c'est très intéressant et tous ces leaders-là organisent, en fait, se retrouvent lors d'un sommet tous les 2 ans et partagent l'objet de leur découverte, là où ils en sont, construisent des partenariats. Donc c'est ce que j'aime particulièrement dans la PNL, c'est ce côté très en évolution. Qui est parti effectivement de 2 personnes qui l'ont un peu organisé, on va dire, lui ont donné un nom, mais qui sont toujours en évolution et c'est un travail qui se poursuit et qui nous permet, eh bien, nous aussi, d'avancer dans notre pratique. Et quant à moi, de découvrir ces outils, puis de pouvoir te les transmettre à toi, par exemple, Patricia, en tant que coach. En tout cas, on est très en lien avec la recherche actuelle, que ce soit en neurosciences, que ce soit en psychologie, que ce soit, voilà, toutes les recherches nous permettent de continuer à avancer et d'être encore plus efficaces dans nos accompagnements, encore plus chirurgicaux. Ouais, plus précis, avec une flexibilité. Et je trouve que voilà, c'est chouette ce que tu dis parce que souvent la PNL a été décriée. Voilà. Moi, j'avais pas d'avis forcément quand j'ai commencé, mais ce que je trouve c'est bien, c'est pas quelque chose qui a été créé, qu'on a inscrit dans le marbre. Et voilà, bien sûr qu'il y a les fondamentaux, mais comme tu dis, ça évolue, il y a des recherches et ça permet d'avoir des nouveaux outils, d'offrir de la flexibilité aux clients qu'on reçoit. Donc, je trouve que c'est chouette. Et puis, comme tu dis, ça s'intéresse à plusieurs thématiques. Voilà, on va l'explorer, on va pouvoir aussi mélanger avec la psychologie, plutôt le côté thérapie, qui n'a pas forcément un coach, parce que c'est bien différent. Mais moi, je trouve que c'est une palette multicolore et qui offre une diversité incroyable. Oui, à la fois, on peut s'adapter à la personne, on peut s'adapter à qui on est aussi, on peut s'adapter au sujet. Donc c'est vrai que ce que tu disais, la flexibilité, en fait, c'est un peu le deuxième nom de la PNL, mais du coaching et de la thérapie d'une façon générale. Je pense que tout coach et tout thérapeute est flexible par nature. Voilà. C'est la base. Absolument. Mais c'est bien de le rappeler à ceux qui nous écoutent et qui nous voient. La flexibilité, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'on mais j'adore quand tu parles de la PNL, Isabelle. Moi, je trouve ça merveilleux. Je voulais revenir justement sur l'actualité, parce que, allez, on est en 2025. Moi, je ne suis pas une pessimiste dans l'âme, mais on vit dans une société, dans un monde, on ne vit pas sur la planète Mars encore. Parler de mal-être, justement, des gens en entreprise qui se sentent isolés, moi, je voudrais qu'on parle de la préoccupation des Français, même voire plusieurs pays, puisque j'ai trouvé une étude qui s'est intéressée à ce que pensaient les gens sur la santé mentale. Donc, ce qu'il en ressort, c'est que pour 77% des gens, la santé mentale est aussi importante et devrait être à la même hauteur que la santé physique. Chose qui aujourd'hui n'est pas faite dans ce qu'on peut retrouver en termes de soins, d'accompagnement. Je parle vraiment du système, alors là on est en France, on va parler du système français, où si vraiment tu as besoin de t'occuper de toi, tu vas aller te payer une thérapie si tu as besoin, un coach si tu as une autre problématique. Mais ce n'est pas ancré dans le système, on va dire, santé français. On peut aussi le retrouver dans d'autres systèmes européens. Donc c'est vraiment une grande préoccupation qui grandit. On la retrouve notamment aussi, j'en parlais dans une autre interview, sur la fragilité de cette jeune génération.
qui a quand même toujours ce côté positif, joyeux, tout ça, mais qui a quand même une petite dose d'anxiété avec ce qu'on leur propose, hein, la guerre en Ukraine, plein de sujets, le réchauffement climatique. Moi j'ai beaucoup de jeunes, alors moi quand je dis jeunes c'est 22 ans, je parle pas trop des ados, qui d'un côté vivent leur vie parce qu'ils vivent l'instant présent, et ça c'est super important, mais qui quand même se posent des questions et ont quand même une anxiété, on va dire légère vis-à-vis de ce monde où on est aujourd'hui. Et on parle de santé mentale, et moi j'aimerais, parce que j'ai fait une autre formation, ce que je vous disais en début de cette interview les amis, j'ai fait une autre formation avec Isabelle, j'aimerais bien qu'elle nous en parle, parce que cette formation elle est simplement géniale, c'est l'espace mental. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Sur son origine, comment toi tu as voulu créer ça par exemple? Bien sûr. Ton institut, à qui ça s'adresse, et surtout de quoi on parle en fait exactement. C'est très intéressant ce que tu dis, et c'est vrai que l'anxiété, pour juste rebondir sur l'anxiété, elle est de plus en plus présente aujourd'hui. Comme tu sais, moi j'accompagne aussi des jeunes, j'interviens à l'université à Aix-en-Provence. À Aix. Oui. Et donc je côtoie aussi beaucoup de jeunes, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anxiété, mais je crois que le monde est très anxiogène par rapport à celui de nos parents. Et c'est vraiment cette notion avec cette capacité de prévoir très loin. Et aujourd'hui, on n'est plus en capacité de prévoir aussi loin. Effectivement, on a une information qui est beaucoup plus importante du monde entier, et il y a toujours une catastrophe quelque part. Et ça nous empêche d'être ici, maintenant, et dans le temps présent. Alors, oui, il y a 2 ans, j'ai créé l'Institut français de l'espace mental. Je parlais des sommets qui ont lieu tous les 2 ans avec les leaders internationaux de la PNL, et j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui a créé la Société de la psychologie de l'espace mental, qui s'appelle Lucas Derks, qui est un psychologue social formateur en PNL hollandais, et qui s'est vraiment intéressé à toute cette psychologie de l'espace mental. Donc il y a 2 ans, j'ai créé l'Institut français de l'espace mental, j'ai créé cet institut en fait pour former les coachs et les thérapeutes. D'accord. Tous les professionnels de l'accompagnement à une méthode que j'ai créée qui est issue de la psychologie de l'espace mental et qui s'appelle ESO-COSMA. Alors, pourquoi ce nom-là? ESO, c'est à l'intérieur, COSMA, le monde intérieur. Alors, c'est quoi la psychologie de l'espace mental et pourquoi le monde intérieur? Oui, ça nous intéresse, Isabelle. C'est quoi? Parce que moi, quand j'ai fait la formation, c'était ça. C'est quoi? Mais c'est quoi ça? Alors, maintenant, ce qu'on sait sur notre cerveau, c'est que notre cerveau, en fait, il a comme une sorte de double fonction. D'accord. Il agit comme une caméra qui va venir capter les informations à l'extérieur. Donc, une super caméra qui va à la fois capter des images des films, mais capter la bande son aussi et provoquer des images. Donc, c'est transmis. Donc, tu vois, c'est nos 5 sens qui perçoivent, avec le goût, l'odeur, enfin, nos 5 sens perçoivent, on pourrait dire, l'information dans le monde extérieur, qui est informations qui sont disponibles pour tout le monde. Donc, caméra, c'est transmis au système nerveux, et là ensuite, notre cerveau, il va chercher ce qu'il connaît à propos de ce qui vient d'être capté, et il va le projeter dans un espace qui est situé tout autour de nous. Cet espace qui est situé tout autour de nous, c'est lui qu'on va appeler espace mental. C'est le fameux espace mental. C'est le fameux espace mental. Donc, ok, je capte l'information, je transmets, et mon cerveau projette, donc caméra, projecteur, ce qu'il connaît à propos de ce qu'il vient de capter. Ce sont des images qui sont complètement inconscientes. C'est-à-dire que quand je te vois et que je te reconnais, c'est parce que mon cerveau a capté ce qu'il a vu de toi, il a été chercher, il a trouvé une image de toi, il l'a projetée, ah, c'est Fabricia, et je peux venir vers toi. Donc c'est intéressant. Et tout ce qu'on a vécu est stocké quelque part dans notre mémoire sous forme d'image. Donc une espèce de banque de données, on va dire. C'est une banque de données qui est automatiquement projetée. L'information est projetée dès qu'il se passe quelque chose. Alors, c'est hyper intéressant. Parce que nous, avec ESO-COSMA, on va s'intéresser à ce monde intérieur-là. C'est pour ça ESO-COSMA, à ce monde, à cet espace mental, qui est un monde complet en 3 dimensions, qui, en fait, va donner du sens à ce qu'on perçoit. C'est-à-dire que les informations en elles-mêmes n'ont aucun sens.
Une table, c'est une table, un lion, c'est un lion, le soleil, c'est le soleil, ça n'a pas de sens en soi. Imaginons que je vois un chat, ok? Bon, c'est l'information, elle est transmise à mon cerveau, qui va projeter ce qu'il connaît. Imaginons que j'avais un chat quand j'étais petite que j'adorais. Projection, mon chat cannelle. Oh, tout de suite, ça va donner du sens à ce que je perçois. C'est génial, c'est une bonne nouvelle, c'est une information sympa. Ça va avoir un impact sur mon émotion. Oh, un chat, sur ce que je dis et sur ma réaction corporelle. Oh, un chat, je vais aller vers. Ok? Imaginons maintenant que j'ai été griffée quand j'étais petite. Je vais avoir une projection de l'image de ce chat qui m'a griffée et immédiatement, je vais avoir, tu vois, la peur, le recul, etc. Donc, bien évidemment que ce mode de fonctionnement de notre cerveau, il est là pour faire en sorte qu'on reste en vie. C'est une solution de survie. Oui, de survie, ce que j'allais dire. Hein, parce que si tu vois, par exemple, un tigre et que tu sais que c'est un tigre, eh ben, tu vas courir, tu vois, ou tu vas te cacher, ou tu vas faire en sorte d'essayer de... Voilà, si tu le regardes comme ça, et d'ailleurs on en rigole, mais c'est ce qui est arrivé avec le tsunami. Quand la mer a commencé à se retirer, pour la plupart des gens, ça n'avait pas de sens. Ils ont capté ça. Mais il n'y avait rien, il n'y avait aucune information dans le cerveau à propos de ça. Et ils ont joué, la seule info qu'ils avaient pour certains, c'était la Bretagne avec la mer qui se retirait. Ah, c'est chouette, on va aller jouer et récupérer des coquillages. Alors que pour les personnes qui... Et donc ils n'ont pas réagi. Alors que les personnes qui savaient ont fui et se sont mis en sécurité. Et la plupart des gens auraient eu le temps de fuir et de se mettre en sécurité lorsqu'ils étaient au bord de la plage. C'est ça, mais il y a même une petite anecdote, je me souviens, on en avait parlé pour information, parce qu'on avait eu la même info, cette petite fille qui a sauvé, je crois, une centaine de personnes. Toutes les personnes. Elle a compris et elle a dit maintenant il faut partir, il faut courir. Oui, parce qu'elle l'avait vu à l'école la semaine d'avant. Oui, c'est ça, mais du coup elle avait l'information qui était... voilà, et donc elle a pu sauver, je crois, une centaine de personnes sur la plage. Ouais. Et il y a ça. Et donc nous, en fait, la méthode EsoCosma, elle va permettre aux gens de prendre conscience de ces images qui sont inconscientes. D'accord. Alors, oui. Non, mais juste, moi je me mets à la place, là, tu vois, des gens qui nous regardent, concrètement dans la matière. Concrètement dans la matière. Ça veut dire quoi? J'ai un problème, j'ai une phobie, c'est quoi? Ça peut toucher n'importe quelle problématique? N'importe quelle problématique. Tu as un problème de relation avec ton manager, ok. Je vais te proposer de penser à ce manager, ressentir la sensation que tu as à l'intérieur de toi et de laisser apparaître l'image de cette personne. La projection. La projection. D'accord. Souvent on fait ça les yeux fermés, il y a juste un temps pour que la personne elle se reconcentre sur elle-même. Voilà, on a une petite manipulation à faire, un accompagnement. La personne va prendre conscience de l'endroit où se situe l'image, la représentation de son supérieur hiérarchique et en fonction de ça, eh bien, on va la faire évoluer au sein de l'espace mental. C'est-à-dire qu'une représentation, en fait, elle est là, on a l'information, mais on peut la modifier. Et c'est ça tout l'intérêt. C'est la prise de conscience. Waouh! C'est sûr que si j'ai une représentation de mon supérieur hiérarchique qui est au-dessus de moi, comme ça, en train de me regarder, en train d'hurler, ben, je ne suis pas bien. Ou si j'ai l'impression qu'il est là et qu'il est toujours en train de regarder ce que je fais, c'est normal que je sois stressée, H24, même quand je prends la douche, parce que l'image, elle est là en permanence. Oui, je comprends. Et donc, nous, l'idée, ça va être, ok, déjà, il y a un soulagement immédiat, la personne, elle se dit, c'est bon, je ne suis pas folle, quoi. Parce que, en général, l'entourage va dire, c'est bon, on passe à autre chose, quoi. Ou on va essayer de mettre de la raison dans tout ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse? Oui, mais c'est pas ça qui va forcément modifier l'emplacement de la représentation. Nous, au niveau conscient, on va directement faire en sorte que l'image, elle change d'endroit. Et déjà, si on arrive à déplacer cette image et à faire en sorte qu'elle soit à notre hauteur, bien plus loin, elle va avoir moins d'impact émotionnel sur nous. Ok. Donc en fait, tout l'objet, ça va être de prendre conscience de ces images inconscientes qui peuvent être des représentations de ces personnes. Dans le langage courant, souvent on le dit, hein, oh là là, j'en ai marre, j'arrive pas à le sortir de ma tête. Hein, j'arrive pas à le sortir de ma tête. Hein. C'est que la représentation de la personne, elle est très proche, elle nous obsède, parfois même des fois elle est là, il y a des gens qui me disent, l'image là, tu vois, c'est dur de voir son futur. Hein.
Ah ben là c'est compliqué, ouais, et de voir le chemin, donc on n'arrive plus à prévoir rien, on se sent coincé, bloqué, hein, et on pourrait dire mais c'est incroyable, j'ai pris une semaine de vacances, je suis devant la mer et il est là, quoi. Il sort pas de ma tête, quoi. Oui, parce qu'il est ancré dans cet espace justement. Parce que c'est une image inconsciente qui a un pouvoir terrible, et alors qu'on pourrait se dire, mais dans la réalité, prends conscience de ta réalité, mais prends conscience aussi de ta réalité inconsciente, de cet espace-là, et on va pouvoir bouger les choses, et on va pouvoir les modifier, et réorganiser en fait tout notre espace mental pour qu'il devienne soutenant de nos objectifs. Donc c'est véritablement ça, et c'est pour ça qu'on parlait de panorama tout à l'heure, et on va pouvoir faire un panorama social, c'est-à-dire un paysage à 360, et là c'est vraiment intéressant, parce que jusqu'à présent, bien souvent, on se posait la question en coaching ou en thérapie, quand la personne avait une difficulté, mais tiens, comment a-t-elle structuré sa problématique? Et la structure d'une problématique, souvent c'est une stratégie. Il y a une cause qui implique un effet, qui va provoquer, qui va être la cause à notre effet, cause à notre effet. Et donc c'est très en 2 dimensions, tu vois. C'est comme ça, c'est très linéaire. Quand on est dans l'espace mental, on va être en 3 dimensions. Parce que les représentations, elles peuvent être là, elles peuvent être là, elles peuvent être là. Et on va tout voir. Et c'est, tu vois, c'est vraiment là où on en est dans notre compréhension de l'inconscient. Au tout début, on avait Freud qui disait « Waouh, c'est une boîte de Pandore, il ne faut surtout pas l'ouvrir, il y a tous nos refoulements, il y a tous nos tabous, surtout n'y touchons pas ». Et puis on a eu Milton Erickson qui a dit « Non, non, au contraire, c'est un endroit où il y a toutes nos ressources, mais c'est un peu comme une boîte, il y a des données entrées, il y a des données de sortie, surtout on va occuper le conscient et puis on va travailler avec l'inconscient pour qu'il trouve des ressources, mais on ne sait pas bien ce qui s'y passe, quoi ». Et aujourd'hui, on a une autre vision encore de l'inconscient qui est waouh! En fait, c'est un univers, c'est un monde entier à explorer. Et là, on va porter de la conscience comme étant une lumière qui va nous permettre d'explorer notre inconscient et d'apporter de la lumière sur ce qui était caché dans l'ombre, qui n'était pas éclairé. Et ça ne veut pas dire que c'est noir, terrible, difficile, dangereux. Ça veut juste dire qu'on n'y a pas porté notre conscience. Et donc moi j'aime bien, tu vois, parce que moi je suis aussi facilitatrice en intelligence collective et du coup je trouve que c'est faire du collectif avec soi-même et allier en fait le conscient et l'inconscient et lier les deux. On n'est pas en train d'opposer quoi que ce soit, on est en train de s'unifier nous-mêmes à l'intérieur et on travaille ensemble. Mais ça je confirme parce que j'ai fait l'épopée. Ouais. Voilà. Dans l'Odyssée, tu as fait. L'Odyssée, pardon. La donc, il y a combien de tomes, Isabelle? Donc, j'ai construit un parcours en 5 niveaux. Ouais. Le premier niveau s'appelle l'épopée. Et l'idée, c'est véritablement un accompagnement pour les coachs et thérapeutes en 5-6 étapes. D'accord. Donc, qui consiste déjà à prendre conscience de cet espace mental. Donc, c'est explorer le territoire, j'appelle ça. Ensuite, faire ce panorama social, identifier justement où sont toutes ces représentations mentales, ensuite optimiser cet espace mental et ce panorama, ensuite parcourir le temps, et on va stabiliser les choses au travers du temps, en reprenant cette notion de ligne du temps qu'avait développé Robert Dills, et ensuite on va pouvoir éclairer l'image de soi, parce qu'on se rend compte aussi que bien souvent on a effectué des changements et que parfois ils ne durent pas dans le temps parce qu'on n'a pas la représentation de soi qui correspond avec le changement. J'ai arrêté de fumer, mais c'est quoi l'image de moi non-fumeur finalement? Et c'est ça qui va nous permettre en fait de stabiliser au travers du temps. Et dans l'espace mental, on va parler d'image de soi. Bien souvent, on parle d'estime de soi, on parle de confiance en soi, et nous, on va parler d'image de soi. Quelle est cette image de soi qui est un guide comportemental et qui va nous permettre de savoir, bien, finalement, est-ce que j'agis bien ou est-ce que je n'agis pas bien? Est-ce que vraiment j'incarne qui j'ai envie d'être? Est-ce que j'habite bien le costume que j'ai envie de porter? Parfois, on change de poste, on a un nouveau rôle, on devient maman, par exemple. Mais finalement,
qui suis-je en tant que maman? Quand on a ce bébé dans nos bras, au début, on est dépourvu, on n'a pas forcément eu des représentations qui nous satisfont, ou alors on fait trop comme, on n'a pas encore développé notre identité, notre image de nous-mêmes en tant que maman. C'est vrai quand on devient manager, c'est vrai quand les enfants partent à la maison, c'est quoi ma vie, c'est quoi mon image de moi quand les enfants sont plus à la maison. Il y a plein d'occasions où quand je m'installe à mon compte, il y a plein de moments comme ça où je vais changer d'identité et où je vais travailler mon image de moi. Donc premier module, l'épopée, c'est vraiment aussi comprendre comment fonctionne l'espace mental, et c'est une vraie exploration. Le deuxième module... C'est génial, hein. Moi je vous le dis, c'est génial. Hein. Moi j'ai passé 3 jours de fou. Le deuxième module s'appelle l'Odyssée, Ouais. Et là ça va vraiment être ouvrir la scène métaphorique. D'accord. Et on va vraiment reprendre la métaphore, et qu'est-ce que ça veut dire la métaphore, au sens de Georges Lakoff. Alors, je donne toujours des noms pour les gens qui ont envie d'aller chercher un peu. Ouais, mais exactement, mais tu fais bien. Voilà, et c'est vraiment comprendre que la métaphore, elle est à la base de notre pensée. Et elle est vraiment, au début, je vis une expérience physico-sensorielle qui est, je suis dans le bain, je suis en dehors du bain, c'est dans ma bouche et en dehors de la bouche, qui va me permettre de développer un concept dedans, dehors. Ensuite, je vais développer une métaphore. Et ensuite, je vais poser des mots. Donc la métaphore, elle est avant même les mots. Et nous, on va s'intéresser aux métaphores de la personne. Alors c'est longtemps qu'on a compris que la métaphore, c'est quelque chose d'important. Et souvent en hypnose, on va proposer quand même un cadre métaphorique dans lequel la personne, elle va pouvoir résoudre des problématiques. Et nous, tout notre travail, il va être de permettre à l'autre en fait, de développer sa propre métaphore et de pouvoir l'explorer davantage. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer la métaphore. Alors, les gens parlent naturellement sous forme métaphorique. Quand ils disent « Oh là là, je suis au pied du mur », c'est une métaphore. Ah oui, là, complètement. Tu vois, je suis complètement en feu. C'est une métaphore. Voilà, dès qu'on n'est pas descriptif de la réalité, quand je dis je me sens complètement bloqué, je ne suis pas bloqué, je peux bouger, je peux me lever. Donc, ce n'est pas descriptif d'une réalité physique. Donc c'est une métaphore, et là on va voir un questionnaire pour explorer cette métaphore, les différents éléments, parce qu'elle a beaucoup à nous apprendre, parce qu'on a bien compris que c'était vraiment le cœur de notre pensée. Et on va utiliser une façon de questionner qui s'appelle le clean language, tu y faisais référence tout à l'heure, qui est vraiment cette façon qui a été développée par David Grove, et qui est un langage propre de façon à ne pas contaminer justement cette métaphore et lui permettre de révéler toutes les informations nécessaires, et on va la faire évoluer cette métaphore, et bien souvent à la fin de l'entretien la personne nous dit oui c'est ça, c'est tout à fait ça, et nous on dit ok, et on n'a rien compris mais lui a tout compris, et c'est incroyable. Et là on peut repasser en mode action. Ok, qu'est-ce que ça veut dire, quel lien tu fais avec ta vie, et là, la personne elle déroule, elle a toutes ses solutions. Et là, c'est pour ça que j'aime souvent dire que l'espace mental, cette méthode des Zokusma, c'est de la PNL de l'extrême. Parce que toutes les idées de la PNL qui sont que l'autre a en lui toutes les ressources dont il a besoin pour changer, là, c'est plus que vrai. La carte n'est pas le territoire, et que l'autre a sa carte, et que et que nous on doit aller dans le monde de l'autre et non pas lui proposer de venir dans notre propre monde. Là c'est plus que vrai, puisque c'est lui qui crée sa métaphore, c'est nous qui l'accompagnons dans cette métaphore, et lui nous décrit en fait ce qu'il voit, mais nous on a les yeux bandés, on n'est que là en train d'éclairer avec notre torche en posant des questions. Mais c'est vraiment cette image, je suis d'accord avec toi. Bon, moi j'ai fait que la première session. Ouais, l'épopée. Voilà, mais c'est vraiment ça. On accompagne juste avec une lampe de torche, et en fait la personne elle déroule toute seule. Et voilà. Et par contre je voulais revenir sur un point qui était revenu, puisque moi j'étais avec 2 personnes, on était 3, donc une qui était thérapeute et qui était psy je crois, oui. Et qui disait que c'était beaucoup moins lourd. Oui. Parce qu'on n'avait pas besoin, donc j'aimerais bien qu'on repousse. Moi je trouve que c'est important de le dire. Moi j'ai retrouvé cette légèreté, alors qu'il y a quand même eu des problématiques quand même lourdes. Et bien il y a une espèce de légèreté, on n'est pas obligé de repartir comme en thérapie dans des moments vraiment inconfortables et très douloureux. Et moi j'avais trouvé ça fantastique. Cette personne, elle n'a pas besoin de nous raconter.
et elle ne nous raconte pas l'histoire. Elle va directement sur sa représentation, sur la métaphore, et c'est ça qu'on va explorer. Ce qui fait qu'elle ne nous raconte pas comment les choses se sont passées, elle nous raconte comment elle se les représente dans son espace Ah, mais c'est mental. complètement ça. Hein. Du coup, on peut avoir... c'est quelqu'un qui me racontait que une personne était venue, qui avait 70 ans et qui avait de gros problèmes respiratoires. Et elle propose à la personne de penser justement à ses problèmes respiratoires, ressentir ce que ça provoque dans son corps, et puis de laisser venir à elle une image. Et là, elle a une image d'une montagne qui est là, sur elle, qui l'étouffe complètement partout. Elle explore, elle l'accompagne pour qu'elle éloigne la montagne. Donc elle fait tout un travail exploratoire et tout un travail de transformation de cet espace. La personne se sent beaucoup mieux, et à la fin, elle lui dit « J'ai été abusée toute mon enfance par mon arrière-grand-père. Ouais. Et pour la première fois de ma vie, elle avait 70 ans, je respire. » Et donc, si la personne ne nous avait pas raconté ça, et n'a pas raconté ça à sa thérapeute, si elle n'avait pas raconté, on ne l'aurait pas su, ça ne nous aurait pas empêché de travailler et de soulager la personne, puisque nous, on est vraiment sur comment la personne, elle se représente ça, comment elle l'a transformé dans son cerveau, quelles sont les représentations qu'elle s'en est fait, et qui ont un impact physique, émotionnel, comportemental, linguistique sur sa vie aujourd'hui. En tout cas, ce qui est terrible parfois pour un thérapeute, c'est de rentrer le soir à la maison avec toutes ces histoires qui lui ont été racontées. Et c'est aussi terrible pour la personne de raconter encore et encore. On sait aujourd'hui que du coup ça renforce des chemins neuronaux qui vont faire que ça renforce le souvenir. En plus on sait que le souvenir, c'est pas les archives de l'INRA, mais que ça évolue au travers du temps en fonction de ce qu'on a appris, donc en quoi c'est fiable, etc. Donc bref, là ça nous permet vraiment de travailler sur des sujets qui peuvent être extrêmement lourds sans en avoir les détails, et en permettant à la personne, c'est plus sympathique de travailler sur une montagne que de travailler sur un grand-père, etc. Donc, dès qu'on a accès à l'image, en fait, on va faire en sorte que la personne souvent l'éloigne de façon à ce que c'est à moins d'impact émotionnel. Et donc, la personne, quand elle a des larmes dans ces travaux-là, ce sont des larmes de soulagement et de joie. Hein, je pense que tu as pu assister. Ah ben j'ai vu, oui. C'est pas des larmes de douleur, non. parce que la première chose qu'on va faire, c'est soulagement. faire en sorte que la personne elle soit confortable dans le travail qu'elle va mener. Oui. Et donc il y a juste ce passage à j'accède à l'image. Ok, une fois que j'ai accédé à l'image, je vais la mettre à un endroit qui est confortable pour moi et je peux travailler dessus de façon confortable. Et David Grove, en fait, il avait développé ce clean language et il a beaucoup travaillé les métaphores parce que justement, il travaillait avec des gens qui avaient été tellement traumatisés qu'ils ne pouvaient plus mettre des mots sur ce qu'ils avaient vécu, que c'était trop dur pour eux. Donc en fait, c'est un travail qui a été fait, une méthode que lui-même a développée, que j'ai reprise, affinée et mis au goût des Ocosma, on va dire organisée, pour que ce soit aussi actuel avec le monde qu'on vit, parce que lui il a des formulations de phrases qui sont, on pourrait dire, assez alambiquées, donc on a allégé tout ça. Tu as mis au goût du jour actuel, voilà, tu as mis au goût de jeu, sans oublier bien sûr que c'est lui qui a développé, et Penny Tompkins et James Lowley également. Hein. Voilà, mais je cite toutes ces personnes qui ont fait un travail remarquable et qui bien sûr ont inspiré ce travail aujourd'hui. Oui, d'ailleurs les amis, je vous mettrai tout en fin de vidéo. Voilà, on a parlé de quelques tomes de ta formation. Oui, donc le module 3, c'est DELF, donc c'est la relation à soi-même, donc on fait un vrai travail sur l'identité. C'est ça. Voilà, sur l'image de soi, la confiance en soi. Quatrième module, la légende, qui est la relation à l'autre. On travaille beaucoup l'assertivité, mais on travaille beaucoup aussi cette sensation d'être trop gentil, où parfois on peut se sentir un peu soumis, on peut se sentir dominé. Comment on fait pour prendre sa juste place? On travaille aussi la haine. Parfois on a des historiques très lourds avec certaines personnes qui font qu'on ressent plus que de la colère, de la haine, mais comment on fait pour dépasser ça, parce que ça nous bouffe de l'intérieur parfois. Oui. Après, comment on fait aussi quand on a des problèmes de reconnaissance et que parfois la personne ne sera jamais en capacité de nous donner la reconnaissance qu'on attendait tellement, ou bien elle est décédée.
Comment on fait pour ne pas être un puissant fond qui va chercher en permanence cette reconnaissance-là sans avoir la capacité de la trouver, hein. Donc on travaille ça. On va travailler aussi comment on optimise en fait un système, que ce soit une équipe ou que ce soit un système familial. Oui, parce qu'une famille, c'est aussi un système. C'est aussi un système. Ouais, complètement. Donc, voyez, tu vois, on travaille tout ça. Et ensuite, le module 5, ça va être vraiment soi-même dans une équipe. Et l'équipe, comment on peut travailler avec l'équipe sur ses représentations. Et il y aura peut-être un module 6 sur la spiritualité. Voilà, ah, cool! C'est mon dernier champ de recherche. Tu l'as compris, je suis toujours en perpétuelle évolution. Je sais, mais c'est ça qui est chouette. C'est là qu'on voit que tu es passionné, c'est-à-dire que tu ne suffis pas d'eux, c'était tout le temps en perpétuelle recherche pour encore créer, avancer, découvrir et encore amener un tas d'outils aux personnes, et je trouve ça fabuleux. Donc les amis, vous avez bien compris, voilà, Isabelle vous a présenté sa formation qui est disponible, hein, vous pouvez vous inscrire. Donc ton contact c'est... Alors, Isabelle Loire, vous tapez déjà Isabelle Loire, Loire, normalement vous me trouvez. Le centre de formation, le site c'est IFEM, donc Institut Français de l'Espace Mental, du 6, groupe avec un e.fr ou tout simplement ezocosma.fr. Et puis bientôt, un congrès, oui, le premier congrès Ezocosma qui aura lieu le 3 octobre à Marseille. Et donc, vous pouvez vous inscrire sur WithEvent. Si vous tapez congrès Ezocosma WithEvent, eh bien, vous pouvez vous inscrire. Inscrivez-vous. Vraiment, maintenant, les places sont limitées. On ne pourra pas accueillir tout le monde. Et en tout cas, on aura grand plaisir à accueillir tous les gens qui sont des accompagnants, qu'ils aient été formés ou pas. Ça va être une très, très belle journée. Expérientielle. Hein. L'idée, c'est que tout le monde puisse repartir avec des outils. Donc, inscrivez-vous avec les amis des amis qui sont intéressés Absolument. à ce sujet. Et je pense qu'on va passer je suis sûre qu'on va passer une très belle journée. Ouais, ça va être une très belle journée. En plus, dans un lieu un peu unique en Europe. Donc, c'est à Marseille. C'est à Marseille, c'est sur le Technopole de Château-Gonbert. Et on sera au Présage, qui est un restaurant en fait, qui cuisine grâce à la chaleur du soleil. Donc, c'est un lieu unique en Europe. Bah, chouette. Ouais, ce qui sera bien en accord avec la thématique du congrès. Et en plus, on a une thématique qui parle de complexité. D'accord. Parce que justement, la méthode Ezocosma, c'est vraiment une méthode qui permet d'embrasser la complexité. Et je parlais avec, comme tu l'as dit, je forme des coachs, hein, et je reste en lien avec les coachs, les thérapeutes, et j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit Isabelle, on a des difficultés, on a rencontré des difficultés cette année avec le fait que les personnes qu'on accompagnait avaient des problématiques qui étaient vraiment très complexes. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'inconnus. Ensuite, il y avait plusieurs niveaux différents, des parties prenantes dans tous les sens. Et je ne savais pas véritablement par quel bout tirer le truc. Et donc, je ne savais pas comment commencer, comment aborder les choses. Et là, vraiment, Ezocosma, c'est un outil parfait pour la complexité, puisque plutôt que d'aller chercher la structure et de trouver quel est le fil qu'on va tirer, eh bien, on va embrasser cette complexité, parce que justement, Ezocosma s'adresse à cette dimension 3D, à ce panorama, et que plutôt que de comprendre comment la personne a structuré sa problématique, on va chercher à comment elle se représente sa problématique. Et ça change tout. On a besoin de beaucoup moins d'informations, ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite, oui. Beaucoup plus vite. En plus, jusqu'à présent, on s'intéressait plutôt aux conséquences de nos pensées. Là, on va être directement sur la pensée. Donc, c'est un petit peu comme si on prenait, tu sais, ces lunettes en 3D là, qui nous emmènent dans un métaverse. Et on met ces lunettes en 3D, on arrive dans le métaverse et tout de suite, voilà, on accède à la complexité. Enfin, surtout la personne accède à sa propre complexité. Et elle a tout de suite la représentation et ça lui donne des idées et des façons de la faire évoluer. En tout cas, des prises de conscience très fortes avec des plans d'action très forts. Ouais, ça je confirme, hein, parce que pendant ces 3 jours, on a soulevé des problématiques, hein, puisqu'on travaillait, donc on s'exerce, tour à tour. Effectivement, on a vu des résultats hyper rapides. Tout qu'on a travaillé la veille. Ouais, et durable, c'est surtout ça. Ouais, rapide. Oui, qu'on avait travaillé la veille. Ouais, parce que déjà le lendemain, on voyait déjà le résultat, quoi. Les transformations. Ouais, les transformations, c'est vraiment...
c'est pas toute magique, hein, faut pas non plus. Voilà. Non, il y a Mais en du tout travail, cas, moi j'aime les choses des recherches factuelles. qui ont été faites. Ouais, mais ça se voit. Et moi j'ai vraiment vu le cas en formation avec toi. Mais écoute, moi je te remercie pour toutes ces informations. Merci vraiment Fabricia de m'avoir donné l'opportunité de parler des Zocosma. Moi j'ai passé un super moment. Moi aussi. Et Laurent. Comme promis les amis, voici toutes les coordonnées d'Isabelle. Donc pour rappel, elle est dirigeante, coach professionnel, formatrice, superviseur. Son site internet www.isabelle-loire.fr. L'Institut français de l'espace mental, donc IFEM-6 groupe avec un E.fr. Et vous pouvez également la retrouver sur Facebook et Instagram. Bien évidemment, je vous ai remis le lien pour les inscriptions au congrès Isocosma. Ça se passe le 3 octobre prochain dans un lieu unique à Marseille. Pour vous inscrire, rien de plus simple, hein, vous tapez Louise Event congrès Isocosma sur le net, vous allez tomber direct dessus. Perso, j'y suis hein, et je peux vous dire que le programme qui s'annonce, il est juste dingue. On est déjà nombreux à être inscrits, donc vraiment, si vous êtes intéressés, ne traînez pas si vous voulez être parmi nous. Passons à tous les auteurs que Isabelle nous a cités tout le long de cette interview. Donc nous avons les métaphores dans la vie quotidienne de George Lakoff et Mark Johnson. Nous avons le Queen Language avec David Grove, le panorama social avec Lucas Derks, les secrets de la communication de Richard Bandler et John Grinder, comprendre le pouvoir de Noam Chomsky et la santé mentale, un problème de santé majeur. C'est la fameuse enquête dont je vous ai parlé et qui a été éditée par Ipsos. Et voilà les amis, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Bon, déjà un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous avez appris des choses et peut-être même que certains mots ont pu faire écho en vous. Si c'est le cas, eh bien likez, partagez un maximum et commentez et proposez peut-être des thématiques que vous voudriez voir ici. Voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre. Surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines rencontres. Donc vous savez qu'on est ici chez Inspire Entre Elles, donc sur YouTube, et vous pouvez également me retrouver sur Instagram et TikTok. Et bien écoutez, en attendant la prochaine interview, moi je vous embrasse et je vous dis prenez bien soin de vous.